Bonsoir à tous. Eh bien, je vous propose que l'on débute. On va donner une prime à la ponctualité. Donc, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Alexis Carrière, chargé du pôle internationalisation à domicile à IMT Minalbi. Et ce soir, on va parler du Maroc. On va parler du Maroc parce que ce sont les Alumni Days. Les Alumni Days, c'est un événement qui est organisé par Campus France depuis plusieurs années maintenant. Et nous, on a décidé d'organiser dans le cadre de cette action des conférences qui mettent en avant nos alumni, nos anciens étudiants qui sont un petit peu partout dans le monde. Alors en 2023, on avait organisé une conférence sur Taïwan. En 2024, l'an dernier, on avait organisé une conférence sur la Suisse. Et cette année, donc, on part de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, au pays du soleil couchant, Al-Maghrib, qui en arabe veut dire donc le couchant, l'Occident avec deux anciens étudiants, Bruno Dioré et Gaël Payet, qui nous font l'honneur d'avoir pris le temps de préparer une conférence et de nous expliquer leur vécu, leur ressenti sur le Maroc. Alors, pourquoi le Maroc? Parce que le Maroc, c'est un des principaux pays partenaires de la France, mais aussi d'IMT Minalbi. Il faut savoir que depuis la fin de la crise de Covid, on a reçu près de 70 étudiants marocains au sein de l'école. Seulement lors des 3 dernières années, 16 étudiants sont partis en stage au Maroc. C'est le cinquième pays à l'international qui reçoit le plus de stagiaires d'IMT Minalbi, après l'Allemagne, l'Espagne, le Canada et les États-Unis. Et c'est pas vraiment étonnant quand on connaît un petit peu ce pays parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont implantées là-bas, un petit peu partout sur le territoire. Et donc, Bruno et Gaël, donc Bruno qui est le PDG de Matisse Aerospace, qui est un ancien de 2010, et Gaël qui est responsable technique et maintenance au sein de l'entreprise Risma, qui est diplômé de 2009, nous font l'honneur là de donc prendre le temps de nous expliquer un peu leur ressenti, comment ils vivent au Maroc depuis plusieurs années. Donc, ils vont nous expliquer le Maroc depuis leur point de vue. Il y a quelques mois, on avait organisé une conférence donc, où un Marocain nous présentait son pays. Cette fois, c'est deux Français donc, qui vont nous présenter ce pays. Donc, je vous remercie tous les deux, Bruno et Gaël, de nous faire l'honneur de ce temps d'échange avec vous. On va donc commencer par une présentation et puis ensuite, éventuellement, excusez-moi, il y aura des questions-réponses dont les étudiants, vous pourrez participer et poser vos questions à Bruno et Gaël. Bruno, Gaël, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Vous avez la main sur la présentation maintenant. Merci encore à vous. Ok. Eh bien, Bah, merci merci, beaucoup. ouais, merci beaucoup déjà. Bon, tu nous mets la pression avec la présentation Bah du oui, Maroc a été faite avant. J'espère qu'on sera à la hauteur de la reconnaissance du pays. on n'était pas au courant. Voilà, donc c'est bien. En tout cas, bonjour à tout le monde. Peut-être avant de commencer, je voulais faire un petit bonjour spécifique à Isabella que j'ai vu connecter, à qui je dois une réponse par mail. Mais Isabella, je ne t'oublie pas et j'étais très content de recevoir ton mail, donc je te répondrai avec grand plaisir. Pour commencer, donc, l'idée, c'est on a préparé une petite présentation d'une trentaine de minutes, Hum. je pense à peu près. On ne voulait pas vous envahir derrière de trop de données, plutôt vous donner notre ressenti personnel sur ce magnifique pays qui est le Maroc. Avec Gaël, que j'ai retrouvé ici, on vous racontera un petit peu comment on s'est retrouvé au Maroc. Et ensuite, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des questions de votre part. Ça, c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup pour qu'on puisse vous répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions sur le chat. J'ai compris que c'était comme ça que ça allait fonctionner et qu'on puisse derrière répondre à toutes vos questions. J'espère que Eh ben, tout le monde voilà. voit l'écran et je vous propose de démarrer. Allez. Oh non, c'est pas la première. Allez. Voilà. Vas-y, J'y vais. vas-y. Bon, ben, bonjour à tous. Moi, c'est Gaël, Gaël Payet. Donc, je vous ai mis mes coordonnées en haut si jamais vous souhaitez nous écrire après, si vous avez des questions, etc. Alors, moi, je suis sorti de l'école en IFI 2009. Donc, ça fait 16 ans maintenant. Le temps passe vite. Comme vous pouvez le voir, j'ai une histoire avec le Maroc qui a commencé dès mon TFE. C'est-à-dire que j'ai fait mon stage de fin d'études dans la région de Marrakech, à l'époque, dans la société Ital Cementi. Et ce qui est marrant, c'est que petit à petit, la vie m'a renvoyé au Maroc. Donc, c'était le petit clin d'œil de la vie.
Comment ça s'est passé? En fait, c'était lors du stage entreprise, du stage forum entreprise je ne sais pas s'il existe toujours à l'école, où j'avais eu l'occasion de discuter avec un DRH de cette société. Et je lui avais exposé le fait que j'avais besoin de faire un stage à l'étranger et il m'avait proposé de les rejoindre au Maroc. Donc j'avais accepté. Du coup, j'ai passé 5 mois en 2009 jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Ensuite, j'en suis parti. J'ai trouvé du travail dans un autre secteur, donc qui était l'acier. En région parisienne, j'ai passé environ 10 ans, de 2009 à 2018, donc dans une société, un sidérurgiste, voilà, indien qui s'appelle le groupe Tata. Ensuite, comme beaucoup font parmi nous, j'ai pris un petit peu de temps avec ma femme. On est parti voyager autour du monde. Ça, c'est un petit voyage qui nous a pris un peu plus d'une année. Et quand on est rentré en France, on avait toujours le désir de s'installer à l'étranger. Et on a eu cette opportunité de venir s'installer au Maroc. Alors en fait, c'est ma femme qui a trouvé du travail et moi, j'ai été au début le conjoint suiveur. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la valise sans avoir de projet particulier, mais je suivais mon épouse. Mais connaissant un petit peu le Maroc, parce que j'y avais fait un stage quelques années avant, je savais à peu près où je mettais les pieds et à quoi m'attendre. Donc, quand l'occasion s'est présentée, on a foncé. Et donc, c'était fin 2019. J'ai eu, je pense, un peu de chance parce que j'ai mis très peu de temps à trouver du travail. J'ai d'abord commencé dans une entreprise de fourniture de services industriels. Donc moi, j'étais dans la partie maintenance. Je gérais un contrat de maintenance pour mon entreprise au sein de mon client qui était le groupe Safran. Et comment dire, après 2 ans, 3 ans, bon, on se fait un autre réseau, on connaît des gens, etc. J'ai eu une opportunité pour travailler dans une autre société, dans un secteur d'activité complètement différent, qui est le secteur de l'hôtellerie et le management de l'immobilier, en fait. Et maintenant, je suis directeur technique et maintenance d'une société qui s'appelle Risma, qui est une société 100% marocaine, qui est un propriétaire d'hôtel et un investisseur immobilier qui est plutôt connu sur le marché marocain. Et tous les hôtels que nous avons sont mis en contrat de gestion avec le groupe Accor. Donc le groupe Accor, je pense que beaucoup de personnes connaissent, c'est le groupe qui possède les marques telles que Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel, etc. Donc voilà, mon entreprise possède 23 hôtels. Ces 23 hôtels sont en gestion chez le groupe Accor et moi, je suis en charge de tout ce qui est la technique et la maintenance de ce patrimoine. Voilà. Ok, super. Donc, pour mon tour, donc Bruno Lioré, IFI 2010, option génie industriel. J'ai fait mon stage de fin d'études, pardonnez-moi, j'ai fait mon stage de fin d'études donc, dans la région de Toulouse, au sein du groupe Safran. À l'époque, ça s'appelait Labinal. Labinal, c'est une très vieille société qui a notamment fait les moteurs des Solex, pour ceux qui savent ce que c'est et qui s'en rappellent. Aujourd'hui, c'est une société donc, qui est toujours attachée au groupe Safran et qui fait tout ce qui est câblage électrique pour tout ce qui est avion et des câblages moteurs aussi pour tout ce qui va être hélicoptère, fuselage et aussi des motoristes comme Safran Aircraft Engine qui était connu sous le nom de l'ASNECMA il y a quelques années. Ensuite, j'ai été embauché en CDI, donc pareil à Toulouse, donc sur la région de Villemur-sur-Tarn. Pas mal de projets industriels, notamment sur des transferts de production avec le Maroc. Donc, j'ai mis les pieds pour la première fois de ma vie au Maroc en 2009 et je faisais beaucoup d'allers-retours à peu près entre une fois à 2 fois par mois. Donc, ce qui m'a permis derrière de connaître de plus en plus ce pays. Par la suite, on m'a proposé en 2019 de rejoindre, d'être plus rapproché de la production et donc des usines de fabrication de câblage et de prendre la direction des opérations sur une usine à Casablanca, donc chose que j'ai acceptée. Donc, je suis parti en expatriation avec mon épouse de 2019 à 2021. Donc, là où on s'est retrouvé. Voilà, là où on s'est retrouvé d'ailleurs avec Gaël grâce au réseau de l'école des mines. Petite attention sur le fait que c'est important le réseau. Et moi, j'étais ravi quand je suis arrivé à Casablanca d'être intégré. Il me semble que c'était Nelly qui nous avait intégré sur le groupe côté école des mines.
Et derrière, c'est là où, quand je me suis présenté, j'ai retrouvé Gaël. Ensuite, en 2021, je suis rentré en France pour 3 années à peu près, pour faire pareil du management de programme, donc un peu plus loin de la production et plus rapproché de la partie clientèle. Notamment, on va expliquer un poste un peu technico-commercial. Et en 2024, on m'a reproposé de revenir au Maroc en expatriation dans la même usine où en fait j'étais entre 2019 et 2021 pour entamer une deuxième expatriation en tant que président directeur général de la société où je suis aujourd'hui. Alors, si on rentre un peu dans le détail du Maroc. Donc aujourd'hui, le Maroc, c'est une monarchie constitutionnelle. Le souverain, le roi aujourd'hui, donc c'est Mohamed VI, à peu près 38 millions d'habitants. La capitale, donc c'est Rabat. Capitale économique, on dirait plutôt Casablanca. Donc en fait, Rabat, c'est une ville très administrative. Et Casablanca, c'est vraiment le centre du Maroc d'un point de vue économique. Donc très politique sur la partie Rabat, avec les ambassades, et très économique sur la partie Casablanca. Le Maroc, on le verra un peu plus en détail, là, Gaël nous dira, mais il y a pas mal de villes côtières et très rapprochées d'un point de vue économique sur tout ce qui est la côte, puisque les frontières sur l'est du Maroc sont côté Algérie et côté Sahara. Donc la population, globalement, et toute l'économie est côté du Maroc. Ce qu'il faut connaître de base, c'est la devise. Donc en France, on a égalité, fraternité, liberté, merci. Et au Maroc, en fait, on a donc Dieu, la patrie et le roi, Allah al-Watan al-Malik. Donc c'est ce qui est largement diffusé et écrit sur énormément d'endroits au Maroc. Le Maroc, les Marocains sont très patriotiques. Alors, on le devient aussi, hein, puisqu'on est Marocain de cœur maintenant, ça se voit avec Gaël. Mais effectivement, comparé par rapport à la France, on a un niveau d'attachement à la patrie ici qui est très, très prononcé. La monnaie aujourd'hui, c'est le dirham marocain. Il faut à peu près diviser par 10, donc très pratique. Pour nous, le dirham est plutôt assez flat, j'ai envie de dire, globalement, depuis des années. Donc, c'est aussi très pratique pour, on va dire, des Européens quand ils viennent au Maroc pour faire la traduction en termes de monnaie locale, notamment dans les souks, etc. Donc, les langues. Donc, il y a l'arabe. Alors, il n'y a pas l'arabe littéraire, donc il y a beaucoup de gens qui parlent l'arabe littéraire, mais le dialecte, on va dire, standard, l'arabe marocain, c'est le darija, que Gaël d'ailleurs pratique excellemment bien. Moi, j'arrive à le comprendre et à pratiquer quelques mots aujourd'hui, mais Gaël a une énorme avancée là-dessus, donc je vous invite, si vous voulez apprendre quelques mots de darija, de vous rapprocher de Gaël. Il y a aussi donc l'amazigh, qui est la langue berbère et qui est maintenant très importante aussi au Maroc. Le Maroc, depuis quelques années, a remis beaucoup en avant cette langue-là, puisque c'est aussi une grande partie du peuple marocain. Et ça se voit dans les administrations, où aujourd'hui on a des traductions en langue berbère, et notamment aussi sur la route, où effectivement on voit aussi des tableaux en 3 langues, donc en langue française, en langue darija, donc arabe, écriture arabe, et aussi en écriture berbère. Et ça fait 2 ans aussi que le Nouvel An berbère est un jour férié. Exactement. Ça prouve l'importance derrière et les multicultures qu'il y a au Maroc et la mise en avant qui est faite globalement par le souverain et aussi globalement apportée par le gouvernement marocain. C'est un pays très stable politiquement, sans rentrer dans le détail de la politique, mais si on se rappelle des printemps arabes des années 2000, derrière, le Maroc n'a pas eu ce printemps arabe-là. Donc, c'est très stable politiquement. Et c'est un pays qui est très sûr. Moi, je suis extrêmement en sentiment de sécurité ici. Donc, bien sûr, il y a des niveaux de criminalité comme dans tout pays, mais c'est un pays qui est très sûr et d'un point de vue stabilité politique qui a une longévité exceptionnelle sur ce point-là. Au niveau des langues, alors les Marocains sont d'excellents English speakers, on va dire. Ils parlent très bien anglais, très bien espagnol dans le nord du pays. Avec Tanger, il y a une forte attraction avec la proximité sur le détroit de Gibraltar avec l'Espagne. Français, bien évidemment, et beaucoup de Marocains, ou la plupart des Marocains parlent français, apprennent le français à l'école, même s'ils sont dans des écoles dans le système marocain. Et bien sûr, bon, c'est très connu et on va dire c'est un peu cliché. On détaillera un peu plus tard qu'il y a d'autres faces du Maroc, mais oui, très touristique.
très connu pour son tourisme, très connu pour sa gastronomie qui est quand même excellente. Et chaque année sur les podiums entre on va dire, la française, l'asiatique et l'italienne. Donc, très bon pays d'un point de vue gastronomie. On prend quelques kilos. En tout cas, moi, j'en ai pris au Maroc. Et bien sûr, donc, plage, puisque c'est un pays qui est complètement bordé sur tout le long par la mer Méditerranée au nord et puis par l'océan Atlantique. Donc, il y a des très beaux endroits à voir tout au long du pays. Tu veux rajouter quelque chose Non, c'est bien. En parlant de plage, là, tu me fais une très bonne transition pour parler un peu géographie du Maroc. Donc, je pense que tout le monde, autour de la présentation, localise le Maroc. Hein. C'est au nord-ouest de l'Afrique. C'est un pays qui a une superficie de 710 000 km², à peu près. J'ai regardé avant de faire la présentation, la superficie de la France, ça tourne autour de 540 km². Donc, c'est 200 000 m² de moins que celui du Maroc. Donc, c'est pour vous donner une image. Par contre, c'est un pays qui est beaucoup plus étendu. Beaucoup plus étendu. On parle souvent de 3500 km de côte parce qu'il y a deux façades maritimes. Il y a la façade maritime au nord, qui est celle de la Méditerranée, qui fait à peu près 600 km, et toute la bordure atlantique qui fait à peu près 2900 km. Cette façade, c'est là où on trouve les villes principales. Hein. Donc Tanger au nord, Rabat la capitale, Casa juste après, la ville très touristique et très connue d'Agadir, et aussi on va dire la grosse ville la plus au sud du Maroc, qui est Dakhla. En termes de climat, alors c'est un pays où il y a plusieurs sortes de climats qui sont relativement tous assez chauds, mais on a un climat méditerranéen au nord, méditerranéen donc sur toute la façade de Tanger jusqu'à la frontière algérienne, avec une chaîne de montagnes qui s'appelle le Rif. Cette fameuse chaîne de montagnes où on trouve les fameuses cultures de cannabis notamment. Donc là, c'est la chaîne qui est au nord. Là, on a un climat méditerranéen, donc c'est-à-dire plutôt pluvieux pendant l'hiver et plutôt chaud et sec pendant l'été. Sur toute la façade atlantique, donc c'est là où on est, Casablanca, c'est un climat océanique. Un climat océanique, ça veut dire que c'est un climat qui monte jamais très haut, mais qui descend jamais très bas non plus. Là, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui à Albi, j'ai vu qu'il pleuvait, mais c'est possible que cette semaine il fasse plus chaud à Albi qu'à Casa. Ou alors peut-être je me trompe, mais c'est à peu près ça, notamment en été. En été, dans le sud de la France, il fait beaucoup plus chaud, je trouve, qu'à Casablanca l'été. En revanche, la grosse différence se fait au niveau de l'automne et de l'hiver, où on n'a pas vraiment besoin de vêtements d'hiver ici. Moi, à titre d'exemple, j'ai pas de blouson, j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet. Ça sert à rien à Casablanca. Casa, c'est la ville où le climat est vraiment idéal. Hein. Je dis souvent qu'il n'y a pas besoin de clim à Casa, quand on habite à Casa, parce que la nuit, l'océan rafraîchit le climat, et il n'y a pas vraiment besoin de clim. Par contre, donc ça me fait la transition juste après, dès qu'on commence à rentrer dans les terres, donc là, vous voyez, par exemple, on est à une trentaine de kilomètres dans les terres, à côté de l'aéroport. Là, ça commence à être beaucoup plus, avec un débattement beaucoup plus important. Donc, on commence à sentir le climat désertique qui se rapproche. Et plus on descend vers le sud, donc Marrakech, on passe l'Atlas, donc qui est la chaîne de montagnes centrale du Maroc. Et là, vous commencez à avoir des températures où l'été, c'est quasiment insoutenable. Déjà, je trouve que Marrakech l'été, c'est difficile. Mais dès qu'on passe l'Atlas et qu'on arrive vers Ouarzazate, Merzouga, le désert, etc., là, ça devient très compliqué. En revanche, ces zones-là sont très agréables en hiver. En hiver, on y passe des belles journées ensoleillées avec un climat qui est plutôt doux la journée, mais dès que le soleil se couche, on peut avoir des températures qui descendent facilement en dessous de 10, en dessous de 5, même peut-être 0. J'ai parlé de l'Atlas. Alors l'Atlas, c'est la deuxième chaîne de montagne du pays. C'est la chaîne qui est à peu près au niveau du Maroc. Donc c'est une chaîne qui part à peu près d'Agadir et qui remonte vers le nord, jusqu'ici. C'est des belles montagnes pour ceux qui pratiquent un peu la randonnée, qui s'y connaissent. Le sommet le plus haut du Maroc, c'est 4000 mètres. C'est le mont Toubkal.
Donc c'est un 4000 qui est plutôt accessible, d'ailleurs, pour les gens qui ne sont pas forcément des adeptes de randonnée en montagne. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, en termes de frontières. En termes de frontières, donc le Maroc, il est bordé par 3 pays. Donc la Mauritanie au sud, l'Algérie à l'est, et pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 petites enclaves espagnoles qui se trouvent sur le territoire du Maroc. Donc il y a une enclave qui s'appelle Ceuta, ou Ceuta comme on dit ici. Ceuta, ça se situe à quelques dizaines de kilomètres de Tanger à l'est, et l'enclave de Melilla, qui elle est plus du côté vers l'Algérie, qui se situe de mémoire à côté de la ville de Al Hoceima ou de Nador, je ne sais plus exactement. Bon, de toute façon, les 2 villes sont pas très loin. Et donc, du coup, ça fait 3 frontières terrestres avec les petites enclaves espagnoles. Et ce qui est également intéressant, c'est que en termes d'accessibilité par rapport à l'Europe, notamment par rapport à la France, on est toujours maximum à 2h30, 3h30 d'avion. Moi, je suis de Montpellier, donc pour vous donner un exemple, il y a des vols Casa-Montpellier, il y a 2 compagnies aériennes qui le font par semaine. Il y a la RAM, la Royal Air Maroc, et l'autre compagnie qui s'appelle Air Arabia. Et donc pour une petite ville comme Montpellier, on va dire une ville de taille moyenne en France, c'est déjà bien d'avoir 2 vols directs pour Casa, mais Montpellier, c'est pas le seul. Il y a aussi Rennes, il y a Nantes, il y a Toulouse, il y a Lyon, il y a Marseille. Donc le Maroc est vraiment très bien desservi depuis la France. Alors, si on rentre un peu dans le détail, niveau économie, donc ça c'est une part importante parce que c'est aussi ce qui offre une part intéressante pour travailler ou venir étudier au Maroc. Bon, le Maroc a une très très forte économie, en très très forte croissance, beaucoup d'industries au Maroc, donc que ce soit l'industrie aéronautique qui est généralement sur la région de Casa, l'industrie automobile, il y a des très très grosses chaînes de fabrication d'automobiles dans la région de Kénitra et dans la région de Tanger. Et de l'industrie mécanique aussi en tout genre, qui peut être des sous-assemblages. Donc pour l'industrie aéro ou l'industrie auto, le but est de se rapprocher le plus près des clients finaux sur les chaînes d'assemblage. Et le Maroc, pour être sans peser les mots, excelle dans ce domaine en termes d'industriel aéro et auto. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que sur l'industrie aéro, donc notamment celle que je connais, très bien, il n'y a pas un avion dans le monde aujourd'hui qui décolle ou qui atterrit sans une pièce qui est fabriquée par le Maroc. Donc, ça montre vraiment la part importante du Maroc dans l'industrie aéronautique. Le niveau de qualité est exceptionnel et j'ai envie de dire la motivation aussi des gens pour le travail bien fait l'est tout autant. Autre société qui est très importante au Maroc, qui est d'ailleurs la première société du Maroc, donc c'est l'Office chérifien des phosphates. Donc, très grande région au niveau du Maroc où il y a du phosphate. Et donc, c'est une des plus grandes boutiques et sociétés derrière du Maroc, donc, qu'on appelle l'OCP. Donc, quand on dit l'OCP, tout le monde sait de quoi on parle. Donc, ça va ressembler un peu à, allez, on va dire, une taille comme EDF en France, qui d'abord ne s'appelle plus EDF, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Forte partie d'agriculture aussi. On connaît tous les tomates, les belles tomates du Maroc, les petites tomates cerises, les oranges, les pastèques. Donc, région très fortement agricole qui exporte énormément, donc bien sûr sur l'Europe. Hein. Je pense que vous le voyez très bien sur les marchés. Ça arrive, les pastèques. Voilà, les pastèques vont arriver. Donc, très très grosse part agricole, donc pour l'interne au Maroc, mais aussi avec une très grosse force de frappe d'un point de vue logistique, de par la proximité aussi avec l'Europe, avec le détroit de Gibraltar, là, qui se fait en 1 heure à peu près en ferry, la traversée par voiture, à pied ou par camion, pour accéder à l'Europe. Ce que je peux dire aussi, c'est que le Maroc, depuis des années, a eu une très très bonne stratégie d'un point de vue énergie renouvelable, énergie verte, avec Feu Hassan II, donc, qui était le père de Mohamed VI, qui est aujourd'hui le souverain du Maroc, qui dès le début avait vu le Maroc comme un terrain fertile pour tout ce qui va être énergie en termes de panneaux solaires,
en termes de partie hydrique. Il y a beaucoup de barrages au Maroc. D'ailleurs, on fait très attention aujourd'hui à l'eau au Maroc, notamment avec le climat désertique que Gaël a pu vous expliquer avant. Donc, j'ai envie de dire que le Maroc est très en avance par rapport à aujourd'hui l'Europe de ce qu'on peut voir, que ce soit sur les panneaux solaires ou que ce soit sur l'énergie verte. Il y a pas mal de zones qui sont intéressantes au Maroc aussi, qui sont très attractives d'un point de vue économique. Donc des zones franches où en fait on offre la possibilité d'avoir des exemptions de frais de douane ou de frais d'importation et d'exportation. Donc il y en a une à Noisseur, pas très loin où je travaille, une à Kenitra notamment pour la zone automobile. Il y a Tanger Med que vous voyez en photo en bas, qui est la grosse partie aéroportuaire qui permet derrière de faire les départs justement pour la France, pour l'Espagne et puis aussi pour les États-Unis. Il y a beaucoup de trafic maritime aussi avec les États-Unis. Et aussi derrière sur autre chose que l'industrie, aussi pour du business, derrière des prestations de services, comme il y a des ACFC, qui est une zone franche dans Casablanca, qui permet derrière d'avoir une partie fiscale très intéressante pour pouvoir amener des nouvelles sociétés ici. Alors, je prends la suite. Alors, on vous a fait un slide sur les projets structurants qui sont actuellement en cours au Maroc, ainsi que les défis qui y sont à poser. Alors, moi, j'ai pas la prétention non plus d'être un grand spécialiste du Maroc. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est ce que je reçois comme information, ce que j'ai dans mon environnement et ce que j'en perçois. Mais à court terme, le Maroc communique beaucoup. Alors, je sais qu'en interne avec le pays, c'est faramineux, c'est énorme la com qu'on a sur la CAN 2025 et sur la préparation de la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Mais il y a une très grosse communication et on voit 2030 comme un véritable phare ici. Donc, c'est un jalon très important. Voilà. Du coup, l'État communique énormément sur les projets d'aménagement et d'infrastructure qui vont être mis et qui ont déjà commencé pour beaucoup pour faire face à ces deux gros événements. Alors, par rapport à ça, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a très récemment le lancement de la prolongation de la ligne TGV de Kenitra à Marrakech qui a été donné, je pense que c'était il y a 2-3 semaines, dans lequel il y a même quelques entreprises françaises qui prennent part au marché. Et des anciens mineurs d'Albi aussi qui vont revenir pour traiter une partie de ces travaux, effectivement. J'espère qu'ils regarderont cette présentation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, il y a ce projet TGV, il y a des projets d'agrandissement d'aéroports, voire même, il me semble, de construction de nouveaux aéroports. Alors, j'ai en tête celui de Casa, j'ai en tête celui de Marrakech. Il me semble que même celui de Rabat est en cours de discussion ou d'études pour être agrandi. Il y a un renouvellement très important de la flotte aérienne de la RAM qui est en cours de négociation. Peut-être que Bruno pourra nous en dire plus tout à l'heure, je ne sais pas. Il y a, qu'est-ce que j'ai d'autre? La création d'une ligne autoroute entre Tiznit et Darla. Donc, Tiznit, c'est une ville qui est située à une centaine de kilomètres au sud d'Agadir. Et Darla, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la plus grande ville du sud du Maroc. Donc, il y a tout des projets de financement, de développement des provinces du sud, qui sont les provinces, entre guillemets, les moins développées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet marquant? Donc, Bruno vous l'a dit tout à l'heure, le Maroc, c'est un pays qui fait énormément d'agriculture. Je ne sais plus le pourcentage du PIB de l'agriculture dans le Maroc, mais il est quand même très conséquent. Et quand on fait de l'agriculture, il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour arroser les plantes, les cultures, etc. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un peu le fil rouge du Maroc. Au Maroc, on parle beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que c'est un pays, ça fait plusieurs années qui fait face à la sécheresse. Alors cette année, au mois de mars, là, durant le Ramadan, on a eu des grosses précipitations.
Donc du coup, c'est assez marrant parce que ça fait beaucoup parler. Il y a énormément d'articles qui remontent dans la presse sur les précipitations. On suit le taux de remplissage des barrages. On sait que tel barrage a pris tant de pourcentage de remplissage, etc. Les gens sont contents quand il pleut. Voilà, ouais. Pour nous, en tant que Français, Voilà. c'est assez difficile à comprendre, mais quand on s'intéresse vraiment à la situation du pays et effectivement au niveau d'eau dans les barrages et au stress hydrique, hein, parce que c'est vraiment le nom que ça porte, bah, on est quand même aussi content quand il pleut. Ben, même nous, on commence à être contents On quand il commence, pleut, et nous puis on aussi, sait que ouais. les prix des tomates vont baisser puisque les tomates vont pouvoir Voilà. en avoir plus, donc c'est devenu quelque chose qui est important et qui est extrêmement bien suivi. Et donc, du coup, ben, pour faire face à ce manque d'eau, il y a plusieurs projets qui sont, de mon sens, assez titanesques. Donc, il y a des constructions de stations de dessalement. Dans la région de Casa, là, je sais qu'il y en a une qui a été mise en Ouais. route très récemment. Euh, il y a également un autre projet qui est l'autoroute de l'eau. Alors, l'autoroute de l'eau, en fait, c'est relier les barrages du Nord qui, eux, ont des taux de remplissage, on va dire, plutôt élevés et assez garantis par une pluviométrie qui est plutôt bonne, aux barrages qui sont plus au sud, pour ceux qui sont beaucoup moins bien lotis en termes de remplissage. Et ça, c'est pas que pour l'agriculture, c'est aussi pour nous, parce que vous voyez, donc moi, j'habite à Casablanca, j'habite dans un immeuble au 5e étage, et ça fait 1 an à peu près que nous avons des coupures d'eau toutes les nuits. Donc ces coupures d'eau, en fait, elles sont faites pour économiser moins de tension sur le secteur de distribution. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous touche directement. Euh, donc voilà, c'est qu'est-ce que je pouvais vous dire? Ah Ce oui, qu'on peut dire aussi, c'est, bon, moi, ça fait 10 ans que je viens au Maroc, plus de 10 ans maintenant, parce que c'était 2009. À chaque année, je n'ai pas reconnu des quartiers à Casablanca, des quartiers du Maroc. Quand j'ai fait ma première expatriation, donc de 2019 à 2021, ensuite je suis revenu 3 ans à Toulouse, je suis revenu ici, j'ai des quartiers que je n'ai pas reconnus. Le Maroc est un pays qui bouge tout le temps. Des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, des nouveaux quartiers. Les Maroc sont des très grands bâtisseurs, hein, et en termes de BTP, ils construisent à une vitesse folle et font de très belles choses. Des quartiers qui sont sortis de terre. Donc il y a une volonté constante derrière d'amélioration de la qualité de vie au Maroc. Et quand on repasse 10 ans en arrière, on se dit, bah, le Maroc d'aujourd'hui, c'est clairement pas le Maroc d'il y a 10 ans. Et on voit des évolutions qui vont vraiment dans le sens du climat social, de la vie de tous les jours. Et c'est un pays qui n'arrête pas, qui dépense beaucoup. Je pense que la stratégie du roi en termes d'infrastructure, elle est présente et elle se voit. Et c'est énormément bénéfique derrière pour le Maroc, notamment à Casablanca, qui a pu peut-être pendant quelques années être un peu mis sur le côté au détriment de Tanger ou de Rabat. Mais en tout cas, aujourd'hui, à Casablanca, on a des tramways, 3 lignes de tramway, des bus, 4 lignes de tramway. Effectivement, il y a la dernière qui vient d'ouvrir. Il y a des bus tout neufs, Mercedes en plus, qui sont là, climatisés et tout. Donc, on est au Maroc, mais on pourrait être à, je sais pas, on pourrait être à Toulouse, on pourrait être à Montpellier. En termes d'infrastructure, on est vraiment équivalent. ouais. Et du coup, ce que disait Bruno sur les investissements, l'État aide beaucoup certains secteurs des différentes industries dans le pays. Alors moi, je vais parler pour le secteur bâtiment hôtelier. J'ai mis quelques mots là dans la slide. À titre d'exemple, pour relancer le tourisme et l'offre hôtelière juste après le Covid en 2022, l'État, à travers d'un organisme qui s'appelle la SMIT. La SMIT, c'est en quelque sorte un organisme étatique qui gère tout ce qui est la performance touristique, du royaume. C'est en quelque sorte un ministère du tourisme, comme on pourrait le dire, qui a débloqué 1 milliard de dirhams pour remettre à niveau les hôtels qui avaient souffert pendant la crise Covid. Donc la société pour laquelle je travaille en a bénéficié d'une petite partie de ces subventions. Par exemple, on a acheté des équipements beaucoup plus performants en termes de consommation énergétique. On a refait des façades, on a refait des décos, on a changé des équipements qui étaient en panne. On a fait une stratégie de digitalisation, on a formé du personnel, etc.
Donc ça, c'est un des programmes. Il y en a un autre que j'ai mentionné ici qui s'appelle Go Siyaha. Siyaha, c'est le tourisme en arabe. C'est un autre programme étatique de subvention que fournit l'État pour les entreprises du secteur du tourisme qui veulent investir dans des choses qui vont lui apporter de la valeur ajoutée. Et je sais que sont des choses aussi qui existent. Il y a des équivalents dans le point de vue de l'industrie aéronautique, de l'industrie automobile, etc. Mais je les ai pas fréquentés, donc je peux pas en parler plus en détail, mais je sais que ça existe. Alors, il nous reste 2 slides. Bon, l'idée là, c'était de vous expliquer un peu plus, on va dire, avec quelques sentiments et notre feeling, notre vie au Maroc et pourquoi on est très attaché à ce pays. Bon, c'est un pays où il y a une culture qui est très forte, qui peut ressembler sur pas mal de points à de la culture européenne, hein. C'est de la culture latine, hein. On se comprend, on a le même état d'esprit, on a le même sens de l'humour, donc on se sent pas marocain toujours à 100% partout, mais on est marocain de cœur. En tout cas, moi, je me sens marocain de cœur, et en tout cas, il y a une ouverture d'esprit. On en parlera peut-être un peu plus en détail sur la dernière slide, qui est très prononcée. Et l'hospitalité marocaine, effectivement, c'est une vérité. C'est une vérité, et c'est très fort, et ça nous marque. En tout cas, moi, personnellement, ça me marque. Et quand je rentre en France, je suis parfois à contre-courant, marqué par la non-hospitalité, ou je vais dire parfois à la distance qu'on peut avoir derrière dans la vie de tous les jours, ou que ce soit dans le climat, dans les restaurants, dans les bus, dans la vie de tous les jours. Bon, on a mis quelques photos, mais bon, le Maroc, pays magnifique, des plages magnifiques, une culture. Alors là, ici, c'est un plat traditionnel marocain, erfissa. Donc, il y a le couscous, bien sûr, mais le couscous, c'est une goutte dans toute la gastronomie marocaine. Tout le monde connaît le couscous. Je suis malheureux de vous dire que le couscous qu'on mange en France n'est pas le vrai couscous marocain, et il ne serait pas non plus le couscous algérien ou tunisien, puisque chaque pays du Maghreb, on va dire, a son propre couscous. Mais c'est une goutte d'eau. Il y a énormément de bonnes choses au Maroc. On y mange très bien, et on a une diversité derrière de produits qui sont excellents. Le niveau de restauration ici, il est très bon. Des excellents restaurants, que ce soit des restaurants marocains ou d'autres types de restaurants. D'un point de vue culturel, il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de choses à faire au Maroc. Alors, une petite chose qui pourrait faire sourire, mais on peut skier au Maroc. Et il y a 2 stations de ski. Une qui est au sud de Marrakech, qui s'appelle Okamden. Là, vous voyez une partie de la photo. Et au sud Bon, c'est une vieille photo. voilà, c'est une vieille photo, mais c'est une photo où effectivement il neige au Maroc et on peut skier. Et on en a une au sud d'Ifrane, donc sur les 2 chaînes de montagne que Gaël vous a expliqué tout à l'heure. Donc, on a fait du ski, c'est bien. Donc, oui, c'est pas les 2 Alpes en France. Je suis aligné avec ça, mais c'est un contraste qui est dingue, puisque on peut skier au Maroc, on peut aller dans le désert, on peut voir des cascades, on peut aller sur la plage. Au nord du Maroc, c'est très vert, on voit beaucoup d'arbres, beaucoup de forêts. Au sud, c'est très aride. Donc, c'est un pays qui a des multiples facettes. Et donc, c'est clairement un dépaysement. Et même si on est là pour travailler, même si derrière, on travaille quand même beaucoup, et on est très proche de nos équipes conjointement, et chacun dans notre travail respectif, on a quand même des week-ends où on est en total dépaysement. Et je pense que c'est ça aussi qui nous donne cet attachement fort qu'on a au Maroc. Et même après 5 ans, 6 ans, on a quand même ce sentiment d'être en vacances des fois. C'est vrai. Ce qui est, C'est vrai. ce qui est quand même pas mal. C'est un vrai. bon indicateur de la douceur de vivre. Culturellement, le Maroc est à la page, hein. Alors, on ne va pas trouver le Pariscope, hein, pour ceux qui le connaissent, mais il y a des concerts. Le Jazza Blanca, là, dont j'ai pris mes places, il faut d'ailleurs que tu les prennes, je pense, pour aller voir des concerts en plein centre-ville, concerts à rien. Les Black Eyed Peas, Seal, Kool and the Gang. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les artistes, mais c'est très attractif. Beaucoup d'artistes viennent au Maroc, il y a des concerts, des très belles pièces de théâtre, que ce soit du théâtre français comme Molière, ou des nouvelles pièces de théâtre. Il y a beaucoup de choses intéressantes. L'Institut français aussi, qui a une place importante ici. Il y a des instituts aussi espagnols. Donc, on a clairement beaucoup d'expatriés au Maroc.
de tous les pays. Il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'Américains, il y a un peu d'Américains du Sud aussi, il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Français. Donc il y a une très forte communauté qui est plutôt très bien acceptée en tout cas, et je pense qu'on leur rend bien aussi en se mettant aux cultures aussi et en respectant derrière les us et coutumes du pays. Si on le fait, on le suit de cette manière-là, on vit comme un Marocain, et ça c'est très présent. Pour les sportifs, notamment Gaël, moi j'ai fait un peu de sport, mais j'avoue que je laisse ça plutôt à Gaël. Les fans de surf, les fans de kite, pardon, de plongée, de rando et de trek. Alors là, vous êtes au bon endroit. Il y a beaucoup de Français qui font des week-ends à Dakhla ou à Essaouira ou à Walidia pour faire du surf, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de dingue dans ce pays. Et l'avantage, c'est que via l'infrastructure qu'il y a, autoroutière, ferroviaire aussi, et puis aussi aérienne, on peut aller au sud du Maroc avec 1 heure et quart d'avion. On va à Agadir en 4 heures d'autoroute en voiture depuis Casablanca. On va à Tanger maintenant en 2 heures depuis Casa en TGV pour 200 dirhams aller, 200 dirhams retour. Donc ça fait à peine 20 euros. 20 euros l'aller, 20 euros le retour. Donc le coût de la vie derrière et l'implantation de ce qu'il y a au Maroc d'un point de vue sport, culturelle, gastronomie, etc., est très importante. Ce qu'il faut noter en plus par rapport à ce qu'on a rajouté dans la slide, donc effectivement, donc le Maroc est un pays musulman. C'est la religion principale qu'il y a au Maroc. Il y a aussi une communauté juive, une communauté chrétienne. Il y a une église, une très belle église à Casablanca d'ailleurs. Donc beaucoup de traditions liées à cette religion et beaucoup d'ouverture aussi d'esprit. C'est une chose moi qui m'a beaucoup marqué et qui me marque depuis des années où je suis au Maroc, où j'ai été invité à fêter des Aïds. Donc c'est des fêtes religieuses, fin du Ramadan. Je suis généralement assez souvent invité pour faire des tours. Donc c'est ce qu'on appelle la rupture du jeûne pendant le Ramadan. Donc clairement une ouverture d'esprit du peuple marocain vis-à-vis des confessions, vis-à-vis de la culture, de la manière de penser, qui est clairement frappante. Et je pense que ça, je pense, qu'est peut-être la première vertu en termes de Marocain, au-delà de l'hospitalité, et qui derrière, moi, me donne l'attachement que j'ai aujourd'hui avec ce pays. On va rajouter quelque chose ou... Non, Ok. T'as tout dit. Allez, la dernière planche, avant de passer aux questions, je vois le temps qui file, il faut le laisser poser quelques questions. Alors, pourquoi venir au Maroc? Travailler et étudier. Allez. Non, bon, on a résumé un peu tous les points importants dont on a parlé. Pour ceux dont la barrière de la langue ou le fait d'avoir peur de communiquer, ici, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez parler français, vous pouvez parler anglais, vous pouvez parler espagnol. Vous pouvez parler darija, c'est mieux. Hein. C'est mieux, mais vous n'aurez pas de problème de communication. Là, actuellement, on est sur le fuseau horaire anglais, donc on est à 1 heure de moins que la France. Mais le reste de l'année, pour l'horaire d'été, pour l'horaire d'hiver, nous sommes à la même heure. Et après, ça dépend. Pour le Ramadan, il y a un changement d'horaire pendant le mois du Ramadan. Mais là, actuellement, on a 1 heure de décalage. Donc, il y a très peu d'incidence quand vous faites un voyage ici. Après, ce qui est climat, j'en ai longuement parlé tout à l'heure. Hein, climat social. Le climat social aussi est très tolérant et apaisé. Grande ville au standard de l'Europe. Bon, alors ça, ce que je dis souvent, c'est on a tout ce qu'on peut trouver en Europe, on l'a ici. Avec les bons côtés, on va dire, du continent africain. Donc, c'est la simplicité, le coût de la vie, effectivement. Bon, ça, c'est clairement intéressant. Mais on est clairement au standard de l'Europe. Alors, je ne sais pas si l'Europe est un standard, mais en tout cas, on a des villes qui sont... on se balade en centre-ville à Casa ou à Rabat, c'est comme si on se baladait dans les grandes villes en Europe. Le coût de la vie, bon, le dépaysement, on l'a dit, très accessible depuis l'Europe, 3 heures d'avion de Paris, aller 3h30 sur Bruxelles et tout le sud de la France qui est à moins de 2 heures d'avion de Casablanca. Donc, franchement, c'est vraiment très, très facile d'accès de venir au Maroc.
Qu'est-ce qu'on avait passé? Le système D. Alors, ça, j'aime Ouais. beaucoup. Toujours une solution à un problème. Moi, pour vous raconter une anecdote en termes de toujours solution à un problème, le soir de la finale de la Coupe du Monde où on était parti dans un week-end dans la montagne, après la défaite, on est rentré un petit peu énervé. Bon, bref. Il avait plu, la route était en mauvais état, il était pas loin de 11 heures du soir. Et là, j'ai éclaté les deux pneus et éclaté également mes deux jantes dans un nid de poule énorme. Donc 11 heures du soir, pleine campagne, j'étais encore à 3 heures de route de Casa. Ben, mine de rien, j'ai pu m'en sortir avec un mec qui m'a ramené dans un atelier de redressage de pneus, un atelier de mécanique, qui m'a, à 11 heures du soir, réparé ma jante. Et du coup, j'ai pu même lui acheter un pneu et j'ai pu repartir. Voilà, un dimanche soir, 11 heures du soir, c'était quand même assez agréable de pouvoir compter sur quelqu'un à ce moment-là. Donc, ça, c'est une anecdote, mais c'est vrai qu'il y a la partie toujours une solution à un problème, c'est vrai. Il y a ça, il y a le C'est sens vrai. du service. Moi, j'ai à peu près une même anecdote comme toi là, sur les voitures. Mon épouse qui devait commencer un nouveau travail au Maroc là, lors de notre première expatriation, je te l'avais raconté. Lundi matin, elle devait démarrer à 8 heures. Dimanche soir, elle teste sa voiture qu'elle n'avait pas utilisée depuis quelques temps et la voiture ne voulait pas démarrer, il y avait un problème de batterie. Donc, gros stress. Il n'était peut-être pas 22 heures, mais il devait être 20 heures ou 20h30. Bon, il m'a fallu, je pense, 5 minutes pour trouver un numéro derrière en faisant une recherche Internet, un échange sur WhatsApp et j'ai un charmant garagiste qui est venu à la maison avec la batterie qu'il fallait, qui m'a fait payer le prix de la batterie plus effectivement le service et qui m'a changé la batterie sur place un dimanche soir. Donc, chose qui serait impossible de trouver en France. Donc, on a vraiment un sens du service, un sens de la clientèle. Donc, oui, on paye le service, mais le service est là. Et c'est vraiment, ça s'inscrit dans l'hospitalité, le système D, l'ouverture d'esprit et derrière aussi une ouverture d'esprit pour aller aider les gens derrière et in fine faire du business, ça c'est sûr. Mais derrière, c'est quelque chose qui est très fort. Peut-être pour finir, avant de vous laisser la parole, donc moi j'ai été aussi très agréablement surpris par le niveau d'études aujourd'hui qu'on retrouve derrière chez les jeunes ingénieurs marocains. Bon, il y a l'école des mines de Rabat qui est là et qui est très présente. On va derrière essayer de voir pour faire des partenariats avec eux de par notre intérêt sur le groupement des écoles des mines. Générale et aussi en anglais. Donc les Marocains sont très ouverts à l'international. Il y a beaucoup de Marocains, notamment on le voit tous les ans, on a des articles sur des Marocains qui rentrent à l'X, à Polytechnique. Voilà, on a un niveau derrière d'enseignement ici qui est très bon. Donc venir étudier au Maroc, venir travailler, c'est très bon pour vous, c'est très bon pour le pays et je pense que c'est une expérience qui est sensationnelle. Je sais que c'est peut-être pas toujours la destination rêvée pour faire des expatriations, pour faire un Erasmus ou des choses comme ça. On a plutôt tendance à rester en Europe, aller à Barcelone, ou des choses comme ça. Donc, je dénigre pas ces villes-là, mais je vous assure que le Maroc, vous serez agréablement surpris. Et vous allez attraper le virus, hein, comme Gaël qui est là depuis maintenant, ça fait Presque 6 ans. 6 ans, et moi qui fais ma deuxième expatriation là-bas. Donc effectivement, hein, c'est la conclusion, le Maroc a tout pour plaire, c'est vraiment un pays fantastique, et pour nous, c'est vraiment un pays de cœur maintenant, aujourd'hui. Merci à tous. Voilà. J'espère que vous avez plein de questions, si on n'a pas été trop en détail. Non, bah, je ne sais pas si les gens sont toujours connectés. Si, c'est ce qu'on va voir. Je viens de mettre dans le chat justement, commencer à préparer vos questions. Merci à tous les deux, Gaël, Bruno, c'est super d'avoir vos retours. C'est bien en plus de... J'insiste, enfin, je rebondis sur ce que tu disais à la fin, Bruno. C'est vrai que en échange, en fait, on a souvent les mêmes destinations qui nous viennent en tête. En fait, il faut vraiment pas hésiter à sortir un petit peu des sentiers battus, à être un peu aventurier dans l'âme et aller chercher des destinations qui sont plutôt originales. Donc, sans dénigrer les autres destinations européennes, par exemple,
n'hésitez pas, partez au Maroc, c'est une destination. Enfin, moi, on s'est rencontré, Bruno, il y a 2 mois maintenant. Je connais, j'ai découvert un peu ce pays et c'est vraiment très bien. C'est vraiment très intéressant et je pense que le Maroc souffre un peu, comme la France parfois, de sa trop bonne gastronomie et culture. Et du coup, on a parfois tendance à imaginer que c'est un très bon pays sur le plan touristique, mais pas forcément sur le plan industriel et économique. Et cette image-là, en fait, nous, on en souffre un petit peu en France aussi. Beaucoup d'étudiants partent plutôt en Allemagne parce que c'est le cœur économique et industriel de l'Europe. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu la même approche avec le Maroc. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou infirmer ça. Oui, non, mais c'est bon, c'est sûr que quand on parle, bon, globalement en France, le Maroc, tout le monde connaît, et quand on demande aux Français, si on devait interroger 100 personnes dans la rue, ils vont dire le couscous, Mmh. les Marrakech. dromadaires, Mmh. Marrakech, la gastronomie, voilà, de manière globale, Voilà. les On est vacances. très vite sur des clichés. Les vacances. Alors, c'est Voilà. pas un cliché, hein, parce que c'est une force, hein. Il y a une grosse part de l'économie marocaine qui est faite dans le tourisme. Mmh. Et je pense que Gaël, il l'a très bien décrit. L'infrastructure est exemplaire d'un point de vue touristique, hein, et en plus pour tous les budgets. Donc, c'est ça qui est super côté marocain. Mais derrière, on peut malheureusement pas porter toute l'économie du Maroc sur le tourisme. On l'a bien vu pendant le Covid, hein. On était là, moi j'étais là aussi, 2019-2021. Toute la partie Mmh. touristique s'est écroulée, Mmh. puisque le Maroc avait une politique qui était assez ferme Le d'un pays s'est point de vue. fermé, hein. Voilà, le pays s'est fermé pour éviter derrière et de contenir en fait le coronavirus au Maroc. Ils ont d'ailleurs excellemment bien géré, je trouve, toute cette crise, en tout cas la vue qu'on avait nous ici et quand on voyait derrière quelques désastres qu'il pouvait y avoir sur les pays européens. Et le Maroc a tenu. L'économie marocaine pendant le Covid ne s'est pas effondrée. Derrière, le pays a tenu justement aussi grâce à son économie, à son ouverture, à la partie fort industrielle qu'ils avaient, grâce aussi à l'exportation, parce que l'exportation quand même était maintenue sur certaines denrées, notamment alimentaires. Donc oui, le Maroc, il faut garder cet état d'esprit que c'est touristique, mais derrière, c'est la face cachée, hein. Derrière ça, il y a une très forte économie, il y a une très grosse machine qui est en marche avec d'énormément de très grosses industries au Maroc et de très grandes entreprises au Maroc. Donc c'est vrai que moi, les premières fois où je suis venu au Maroc, c'était en vacances. Quand j'ai commencé à mettre les pieds dans l'industrie, j'ai compris qu'effectivement, les deux étaient liés et qu'il y avait une économie derrière d'un point de vue industrie et social qui était beaucoup plus forte, voire plus forte que la partie Mmh. touristique. Ouais. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, mais on va rebondir sur la période de Covid. Thibaut demande, bonjour, je n'étais pas là au début, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a un système de sécurité sociale similaire à celui de la France au Maroc? Alors, il y a un système de sécurité sociale qui est, alors ça dépend en fonction du prix qu'on y paye, mais ça fait quelques années, je dirais 3 ans, que l'État a imposé à chaque personne ce qu'on appelle la CNSS. Donc la CNSS, c'est l'organisme de sécurité à la fois sociale pour les arrêts maladie et pour les cotisations retraite. Après, il y a des complémentaires retraite et des mutuelles complémentaires qui sont données en fonction des entreprises. Donc ça, c'est un peu comme ce qu'on peut avoir chez nous en France. Mais alors, c'était quoi? C'est Similaire à similaire celui de à la celui de France. la France. Bon, pour dire, C'est assez ressemblant, on ne paye pas à coût zéro. Il mais n'y a, y a pas de ça se coût, paye. il y a pas de coût zéro comme en France où on va dire si on a la Sécu, la CPM plus la mutuelle, Mm. on arrive, les soins sont 100%, 100% gratuits. Mais il y a quand même un très bon système en termes d'avancement de frais et puis de remboursement des frais, donc qui est pas à 100% encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est dans la dynamique. En tout cas, il y a un très bon système de santé au Maroc. Moi, l'anecdote, ma femme a accouché au Maroc de nos Mm. premières filles en 2021, en plein Covid, césarienne en urgence autour de 23h, 23h30 dans une petite clinique en plein Covid, parce que tous les grands hôpitaux étaient pris d'assaut par l'État pour pouvoir soigner et mettre entre guillemets en quarantaine les Covidés. Ça s'est excellemment bien passé. Il y a un niveau d'études qui est très bon, très bon docteur marocain.
en fac marocaine. Il y a beaucoup de médecins spécialistes qui ont étudié aussi en Europe et qui reviennent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je vais chez l'ophtalmo en France, à chaque rendez-vous, je prends le rendez-vous pour l'année prochaine, ou chez le dermato. Ici, un médecin spécialisé, en 3 coups de téléphone, j'ai un rendez-vous dans la semaine. Donc, on a des très bons médecins. Il y a vraiment de la partie où on peut avoir des rendez-vous très vite. Il y a une forte disponibilité. On n'est pas remboursé à 100%, ça c'est clair. Il y a majoritairement des médecins qui sont conventionnés, d'autres qui ne le sont pas, donc un peu comme en France. Mais globalement, le système de santé est très bon. Super. Alors, on va rester sur la santé. Je pose la question d'Elouane et ensuite on prendra les questions d'Isabella. Est-ce qu'il y a de la pharma au Maroc? Alors, c'est pas vraiment votre secteur à tous les deux, mais Oui, est-ce que vous en oui. savez un petit peu? Ouais, Casablanca, il y a des labos, ouais. il y a énormément de labos, énormément d'usines de fabrication, notamment tout ce qui est générique. Donc, je sais que tout ce qui est paracétamol est générique. En tout cas, moi, à chaque fois que je vais à la pharmacie et que j'achète un médicament, il est made in Morocco, hein. Il y a Il est fabriqué Sanofi. ici, hein. Il y a Sanofi qui Il est y a là. Ouais. Sanofi au Maroc. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans l'usine ici, mais il y a Sanofi. Il y a des laboratoires également locaux, dont un qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle l'Apropharm. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ouais, l'Apropharm. Profarm, c'est ça. Ouais, je ne maîtrise pas trop ce secteur, mais oui, Oui. il y a quelques labos qui, je pense, pourraient fournir un travail intéressant. Oui. Il y a une industrie pharma, en tout cas. Je me demande même De la production je me demande même s'ils il y n'ont a de pas la fait des production. vaccins Covid vers Ben Slimane. Peut-être Je qu'ils vont crois qu'il y a fabriquer eu des le vaccins. montage d'un bâtiment pour faire des vaccins Covid. D'accord. Alors, ensuite, là, si on revient dans vos cadres professionnels, quelle est la langue de travail dans vos entreprises respectives? Alors, moi, c'est assez simple. Quand les Marocains sont entre eux et que je ne suis pas là, c'est le Darija. Ça sera la langue parlée, c'est sûr. Par contre, tout ce qui est mail, tout ce qui est écrit, ça sera le français. Euh, Ensuite, quand je suis là, ou parce que je ne suis pas le seul francophone dans mon entreprise, quand il y a des francophones, ben, on fait les réunions en français. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que ça aide un peu de parler le Darija, parce que ça permet d'avoir une interaction totale avec tous les collègues dans toutes les circonstances. Et après, alors comment as-tu appris l'arabe? Alors, j'ai pas la prétention de parler arabe. Moi, ce que j'ai appris, c'est le Darija, c'est l'arabe local, on va dire le dialecte local. L'appris, je sais pas, c'est en s'intéressant, en discutant avec les gens, en essayant de lire les panneaux et de faire la traduction avec les lettres de notre alphabet à nous, enfin des choses comme ça. Et petit à petit, ben, il y a certains mots qui rentrent, il y a certaines expressions qui rentrent, et comme ça, on progresse petit à petit. Très bien. Pas sûr, hein. Oui, parce que alors, il faut savoir que le Darija et l'arabe littéraire n'ont rien à voir. Non, C'est alors il y a des racines, des mots qui se ressemblent, mais oui, après, ce sont des langages, des langues complètement différentes. Alors, on repart dans le monde de l'entreprise. Au niveau des salaires en tant qu'expatrié, êtes-vous payé par rapport à l'échelle marocaine ou par rapport à l'échelle plutôt française? Est-ce que vous avez le statut d'expatrié ou est-ce que vous avez un contrat local? Alors, moi, je ne suis pas expatrié, moi, j'ai toujours été en contrat local ici. Et ma femme D'accord. aussi, d'ailleurs. Et moi, de mon côté, donc j'ai un statut d'expatrié. Donc j'ai gardé mon contrat français et aujourd'hui j'ai un contrat de travailleur étranger au Maroc. D'accord. Et alors, en termes de salaire, est-ce que c'est intéressant par rapport à... enfin, en tant qu'ingénieur, est-ce que vous gagnez bien votre vie quand même pour... Bon, Vous qui avez vécu en plus dans les deux pays, vous avez travaillé à la fois en France et au Maroc. moi en termes de salaire, donc j'ai gardé mon niveau de salaire français ayant toujours un contrat français. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le salaire d'un jeune ingénieur marocain est plutôt bon en termes d'entrée et va se rapprocher aller entre 5 et 6 ans d'expérience, clairement à un niveau de salaire d'un ingénieur aujourd'hui qu'on peut avoir. Sans donner de chiffres, bien évidemment, mais moi, quand je me compare à mon entrée dans le monde du travail dans le groupe Safran,
j'avais un certain niveau de salaire et un ingénieur marocain va avoir à peu près ce niveau de salaire au bout de, allez, entre 3 et 6 ans derrière. Si ça se passe bien et que derrière les augmentations sont plutôt bonnes. Globalement, les augmentations au Maroc sont plus fortes que celles en France. Bon, notamment parce que le pays est quand même en forte croissance. L'imposition au Maroc est très forte aussi, de l'ordre de 40%, plus forte qu'en France. Les charges patronales et sociales le sont peut-être un petit peu moins. Mais globalement, en termes de salaire, alors je laisserai Gaël parler, qui lui est en contrat local, mais on a des niveaux de salaire qui sont presque identiques, j'ai envie de dire, aujourd'hui, si on compare au niveau d'ingénieur. Si on va sur le niveau d'en dessous, niveau agent de maîtrise, au niveau ouvrier, effectivement, là, on va avoir un peu plus d'écart. Ce qui s'explique par le coût de la vie aussi au Maroc. Oui, oui. Oui, en termes de coût de la vie, j'imagine, même si Casablanca, ça reste une très grande métropole, je crois que c'est la 5e ville francophone, hein, à l'échelle de la planète. Il y a quelque chose comme 4 ou 5 millions d'habitants. Euh, En termes Attends. de coût de la... En prenant tout, c'est ça. Ouais. En termes de coût de la vie, est-ce qu'on arrive est-ce que c'est très cher de vivre là-bas? Alors, moi, pour vous donner un exemple, j'habite avec ma femme dans un 120 mètres carrés, en plein centre de Casa, donc vraiment le quartier où il y a les restaurants, où on fait les choses à pied, où il y a l'animation. On a un loyer qui se rapproche un peu moins de 1 000 euros par mois, ce qui déjà est un loyer plutôt cher. Ouais. Cher, on peut trouver beaucoup, beaucoup moins. Mais après, on a un appart qui est grand, on a un emplacement qui est bien, on a 2 places de parking, enfin voilà. Mais après, si on va dans d'autres quartiers où on prend des surfaces beaucoup plus réduites. D'ailleurs, un point intéressant sur les loyers ici, le concept de studio au Maroc, c'est pas du tout le même que celui qu'on a en France. C'est-à-dire qu'en France, un studio, ça peut être un 9 mètres carrés avec une seule pièce, une cuisine intégrée, etc. La chambre des résidences Gambetta et Gerla. Hein. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf qu'ici, un studio, ça démarrera à 2 pièces. Donc c'est une D'accord, il n'y a chambre. pas plus petit. Non, voilà, il y aura toujours une chambre séparée du lieu de Ok. vie, du salon, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un studio. Et ça, du coup, ça demande un certain niveau de mètre carré. Donc on démarre dans des appartes qui peuvent approcher les 30-35 mètres carrés quand on a. Donc c'est les appartements à peu près les plus petits qu'on a D'accord. dans la ville. Pour des niveaux de loyer qui sont quand même beaucoup plus faibles que par rapport à ce qu'on a chez nous. Ensuite, Après, non, il y a une grosse communauté alors, moi, je connais les Français parce que quand on est arrivé, c'était cette communauté que j'ai approchée pour avoir des infos, etc. Il y a une grosse communauté de VIE. Je pense que c'est intéressant pour quelqu'un VIE, volontariat international en entreprise. pour quelqu'un qui démarre une carrière. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui font des VIE au Maroc. Et sachant qu'avec le statut de VIE, les salaires sont imposés, c'est les mêmes pour tout le monde dans le pays. Donc, il n'y a pas de négociation salariale particulière. Et je crois que c'est aux alentours de 18 000 dirhams, un salaire de VIE au Maroc. Et avec 18 000 dirhams, honnêtement, on n'a pas trop à se plaindre dans Casablanca. On vit bien. En démarrage de vie, quand on est jeune, célibataire, etc., 18 000 dirhams, c'est bien. D'accord. Bon, le message peut-être d'ancien, c'est le salaire, ok, c'est important, ça c'est sûr. Mais l'expérience, aujourd'hui, elle l'est encore plus. L'expérience, ça ne s'achète pas. Donc, moi, ce que je note aujourd'hui, notamment dans mon travail, c'est que l'expérience internationale, elle est très importante culturellement. Donc, moi, j'encourage les jeunes ingénieurs, pas forcément à s'expatrier ou à quitter la France, mais je les encourage au maximum à faire des expériences à l'international dans d'autres pays qui ont des standards européens, que ce soit culturel ou politique aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que la mentalité dans le terme de la vie au travail, ne serait-ce par le nombre de vacances qu'on a par année en France comparé à celle au Maroc,
le temps de travail, c'est important derrière pour un ingénieur de demain, s'il veut avoir une expérience internationale et s'il veut aussi avoir une réflexion prenant en compte beaucoup d'entrées différentes, d'avoir une expérience à l'international. Le Maroc est un très bon pays pour faire cette expérience-là, mais il peut y avoir d'autres pays, mais j'encourage vraiment, avant de regarder le salaire, c'est de regarder ce que le pays et ce que l'expérience peut amener par la suite. Ah, alors, c'est très bien que tu dises ça, puisque nous, c'est vrai que c'est ce qu'on prône à Albi, parce qu'il y a le quitus international. Beaucoup d'étudiants voient ça comme une contrainte. C'est vrai que je pense aussi que c'est très enrichissant de vivre à l'international, et notamment peut-être pour une raison aussi. Je voulais vous poser cette question. Vous qui avez vécu en France et travaillé en France, est-ce qu'on travaille de la même manière en France et au Maroc? Non. Écoutez, moi, je trouve pas. Ah bon? Après, j'ai pas les mêmes relations de travail que peut avoir Bruno. Mais moi, ce que je trouve qui est quelque chose qui est très différent par rapport à la France, c'est la verticalité de la décision. C'est-à-dire que ici, dans les quelques expériences que j'ai, c'est des décisions fortes qui tombent du haut avec comment dire, un très fort respect pour la hiérarchie. Alors, ce que j'ai pu connaître quand je travaillais en France, donc, je travaillais en France, mais je travaillais beaucoup avec des Anglais, des Néerlandais, des Allemands. Il y avait un aspect managérial qui était plus inscrit dans la collectivité, où on était beaucoup plus, ça s'inscrivait plus dans l'échange, le partage, etc. Là, on va dire qu'ici, c'est beaucoup plus vertical. C'est un gros, pour moi, un gros changement. Mhm. Donc il y a moins de discussions en fait pour prendre quand une décision est prise, elle est prise peut-être de manière plus directe par moins de personnes et elle doit être appliquée par tout le monde. Voilà, c'est mon ressenti. Ok. Et toi, Bruno, si Oui, tu veux compléter. je suis d'accord avec ce que dit Gaël. Il y a une très forte importance et un très fort respect de la hiérarchie. Je dis pas que c'est pas ça en France, hein, mais on va dire en France peut-être c'est différent, on a peut-être un peu plus de liberté, de pouvoir derrière. Alors c'est pas liberté de donner son point de vue, mais peut-être beaucoup plus d'aisance à pouvoir contredire derrière son patron. Moi, en tout cas, j'essaye absolument d'amener ces valeurs dans les entreprises où j'ai été, et notamment au Maroc aujourd'hui, en disant que oui, le chef a toujours raison, mais le chef peut avoir tort aussi, et il faut qu'il le sache quand il est tort pour pouvoir avancer. Et, donc, je comprends la verticalité et je la partage. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au Maroc, il y a des gens qui sont très motivés pour travailler. Souvent, je dis ils ont faim, dans le sens positif du terme, mais ce sont des gens qui ont envie de travailler, qui cherchent à travailler aussi bon, bah, pour avoir leur salaire à la fin du mois, et ce qui est tout à fait normal. Mais ce sont des gens qui sont motivés, qui aiment les défis, qui ont derrière une aptitude à relever des challenges qui sont très forts. Moi, j'ai relevé beaucoup de challenges avec des équipes au Maroc. Et je ne vais pas dire que c'est plus simple de manager ou de travailler au Maroc qu'en France. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai eu les deux expériences. Gaël aussi. J'ai aussi travaillé derrière culturellement avec des Allemands, avec des Mexicains aussi dans mon travail. Bon, je pense il faut travailler avec le cœur et puis il faut diriger avec le cœur. Il faut aussi avoir la raison derrière qui doit être là pour aller dans la bonne direction. Donc, il faut mettre l'humain au centre. Si on fait ça, je pense que derrière, on arrive à travailler dans n'importe quel pays. En tout cas, ce que je peux te dire en conclusion là-dessus, c'est que quel que soit le mode de fonctionnement, moi j'ai assez d'aisance pour travailler en milieu français et j'ai aussi beaucoup d'aisance pour travailler dans le milieu marocain. Il faut le faire avec confiance. Ce que je peux dire, c'est que la différence avec la France, c'est que on peut travailler avec un Français à distance pendant des années en s'échangeant des mails. On va avoir beaucoup de mal derrière à créer une relation professionnelle avec un Marocain si derrière on ne se rencontre pas. Souvent, à l'anecdote, je le dis, au souk, quand on va, on négocie.
tout le monde, et ça c'est peut-être un cliché aussi français, tout le monde pense que les Marocains négocient pour gagner de l'argent. Il faut rappeler qu'on négocie parfois pour 10, 20, 30 dirhams, donc on parle de 3 euros. Je ne sais pas si quelqu'un négocierait pour 3 euros derrière en France, mais en fait, la culture marocaine souhaite avoir un échange derrière avec la personne et souhaite derrière que cet échange reste gravé entre guillemets dans sa mémoire. Et il souhaite derrière qu'il y ait clairement un contact, Donc qu'il soit c'est plus physique. une manière d'établir un Euh, lien que voilà. donc une manière plutôt de créer des relations plutôt que d'avoir une façon égoïste plutôt qu'une façon égoïste de grappiller quelques, quelques dirhams. Correct. Donc généralement, le conseil que je donne à des Français qui s'installent au Maroc ou qui travaillent avec les Marocains, on a des formations dans toutes les grandes entreprises sur comment travailler avec les Marocains, comment travailler avec les Français, comment travailler avec les Indiens. La première chose que je leur dis, c'est viens nous voir, mets-toi autour de la table, partage un thé et tu verras qu'après, ça va se passer comme sur des roulettes. Voilà. D'accord. Et alors, je vois que Benjamin me pose une question que je voulais vous poser, parce que c'est la question que se posent tous les étudiants. Est-ce compliqué de trouver un stage au Maroc? Et je vais peut-être compléter. Et comment faire quels sont les conseils que vous donnez pour les étudiants d'aujourd'hui pour qu'ils puissent trouver un stage au Maroc? Écoute, moi, je l'ai dit en début de la présentation, j'en ai fait un. Donc, moi, ça m'a pas paru compliqué. Après, j'ai peut-être rencontré la bonne personne au bon moment, peut-être avec un peu de chance. Est-ce compliqué de trouver un stage? Je réfléchis. Je, je sais qu'il y a pas mal de stagiaires dans des cabinets d'avocats qui viennent au Maroc. Donc, a priori, je dirais non, c'est pas plus difficile qu'un autre pays. Comment trouver un stage? Comment trouver un stage? À mon avis, c'est à peu près partout pareil, hein, contacter les entreprises, voir si vous avez une entreprise qui vous intéresse, les cibler, cibler les personnes sur LinkedIn, les responsables RH, peut-être même qu'on appelle ça. Enfin, moi, je propose aussi d'aller dans les forums entreprises. Je ne sais pas si les mines d'Albi le font toujours, Oui, mais oui, je oui. pense que c'était une bonne chose. Ce que je conseillerais aussi, c'est les forums entreprises des mines d'Albi, peut-être aller dans les forums entreprises des autres écoles, parce que c'est là où on crée directement un lien avec une entreprise, plutôt qu'un mail où on n'est pas sûr que notre candidature ou notre mail arrive directement dans la boîte. Je réfléchis, je suis pas sûr qu'il y ait un site internet qui regroupe les offres de stage au Maroc. Alors peut-être ce qu'on peut conseiller, enfin, ce qu'on a l'habitude de conseiller aussi, nous, c'est, enfin moi en tout cas, mes référés par exemple, c'est de consulter les sites de la Chambre de commerce franco-marocaine en l'occurrence. Parce que ça, vous les suivez sur LinkedIn et ça va vous donner, ou même vous vous abonnez à la newsletter et ça va vous donner une idée un petit peu de quelles sont les entreprises qui sont l'écosystème des entreprises françaises basées là-bas. Vous avez aussi sur Synapse la liste des anciens stagiaires, enfin où ont été réalisés tous les stages de l'école. Donc vous pouvez trier par exemple et regarder sur les 5 dernières années où sont partis les stagiaires de l'école au Maroc et contacter donc les entreprises qui ont déjà eu un stagiaire albigeois au Maroc. Si il ou elle a laissé une bonne impression, ben, il y a de fortes chances qu'on vous reprenne. Voilà. D'autres conseils, Bruno, Gaël? Non, et bon, c'est compliqué, hein, mais c'est pas forcément avec le Maroc, hein. Trouver un stage à l'étranger, je sais que c'est Hmm. important et c'est un jalon qui est important là dans l'attribution du diplôme de l'école des mines. Faut pas baisser les bras, ça c'est Non, peut-être la ça c'est première sûr. chose. Si je parle comme dans un livre, c'est le réseau. Bon, le problème c'est quand on commence pas à travailler dans le milieu entreprise, on a du mal à démarrer son réseau, mais en tout cas vous devez absolument travailler votre réseau, c'est primordial derrière pour votre carrière et aussi derrière par rapport à l'ouverture d'esprit, je vous expliquais tout à l'heure, pour savoir ce qui se passe ailleurs et pas rester dans votre périmètre. Il faut envoyer des CV, il faut envoyer des lettres de motivation. Alors, je sais plus, je ne sais pas quel est maintenant le standard côté école des mines, mais il faut peut-être essayer de sortir du lot au maximum. Donc, je reçois parfois, moi, je reçois énormément de candidatures
à la journée avec le service RH aussi, où on les étudie, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à regarder une candidature qui sort un peu du lot. J'ai reçu il y a pas longtemps une vidéo d'une demoiselle qui était sortie de l'école d'ingénieur de Meknes, je crois, qui m'a envoyé une vidéo et quand j'ai cliqué sur le mail, j'ai vu une vidéo au lieu d'avoir un PDF où il y avait écrit son CV, un PDF où il y avait écrit sa lettre de motivation, ça m'a un peu surpris, donc je l'ai regardé. Donc ça a été une accroche. Après, oui, il faut aller voir sur les sites des entreprises. Je pense que chaque grande entreprise aujourd'hui, comme j'ai parlé tout à l'heure, OCP, Renault Group, le groupe Safran aussi, sur lequel je fais partie, derrière a des sites internet où on met à disposition les offres d'emploi et il y a des offres de stage sur ces sites. La Chambre de commerce et de l'industrie, comme tu l'as très bien dit, Alexis. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est le premier stage, c'est le plus dur à avoir. Le stage à l'étranger, effectivement, c'est aussi compliqué, comme tous les stages. Mais après, voilà, c'est ce qui vous forge votre première expérience et c'est celle-là qui est hyper importante parce que c'est celle qui va derrière vous orienter, en tout cas sur les premières années de votre carrière de jeune ingénieur. Donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est ne lâchez rien. Ne lâchez pas les bras et ne baissez pas les bras, pardon, et essayez de sortir un petit peu du lot par la vague de tous les ingénieurs qui cherchent dans les mêmes périodes des stages à l'étranger dans les grandes entreprises, on va dire probablement du 440 qui sont installées en offshoring hors France. D'accord, très bien. Bon, je pense que le message est passé. Très bien. Eh bien, écoutez, tous les deux, Bruno, Gaël, merci beaucoup pour votre temps. Là, vous avez préparé cette conférence, vous avez passé beaucoup de temps avec nous. C'est super que vous ayez pu le faire. Ça nous donne un regard sur le Maroc qui est différent, qui est celui que, que vous avez, vous qui vivez là-bas. Et j'espère donc qu'on aura plusieurs étudiants qui vont continuer à partir là-bas, à essayer d'aller découvrir ce pays. Que ce soit en avion ou même par train. Publié, j'avais partagé un post. Et c'est jouable depuis Albi de se rendre au Maroc en train par des moyens plutôt éco-responsables, même si je le fais pas. C'est un peu plus long, mais ça peut valoir le coup aussi. Donc, je vous remercie à tous les deux. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Je voulais juste dire, j'espère que ça vous a plu, parce qu'on y a mis un peu de temps dans la présentation. Donc, on espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a intéressé. J'ai laissé mon adresse mail dans le début de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Bruno. Il y a aucun problème. Ça fera un plaisir de vous répondre. Également. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puisqu'on conclut, je vais conclure en vous donnant donc la date de la dernière conférence pour les élèves. Donc, la dernière conférence organisée dans le cycle d'internationalisation d'IMT Minalbi, elle aura lieu le 12 juin à 16 heures à l'amphi d'honneur. Son titre, c'est Le nouveau désordre mondial, risques et opportunités pour la France et l'Europe. Et le conférencier, ce sera donc François Hollande, l'ancien président de la République française, qui se déplacera au sein de l'école. Donc j'espère que vous viendrez très nombreux. Il passera après Voilà. nous. Ouais, juste après vous, il a un sacré défi. Ok, allez, Merci. Beslama, comme on dit chez nous. Au revoir. Slama. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne fin de journée à vous et à très vite. Au revoir.